des vastes possibilités pour le pouvoir hydroélectrique. Donc, il y a eu une entente avec les Autochtones, les Algonquins, en vue de construire un barrage pour alimenter en énergie la scierie qu'ils voulaient construire. Et c'est avec un monsieur David Patty, un Patty. Ça vous dit quelque chose? Patty Road. Il y a des gens qui restent Patty Road ici. Et donc, Mears et Patty ont construit le barrage, la scierie, puis un dortoir pour les ouvriers. Là, on est en 1805. Puis il y a juste une poignée de colons qui travaillent dans la scierie sur l'île Chenal. Mais c'est en 1808 que ça a vraiment commencé. 3 frères, des riches hommes d'affaires venus d'Irlande, constatèrent le potentiel immense de cette scierie et ils achetèrent de Mears et Patty les installations qui comptaient à ce moment-là la scierie, le barrage, le moulin, les dortoirs, mais aussi le secteur pour la coupe du bois. Ses frères, c'était les Hamilton, George, Robert et William, mais c'est surtout George qui a développé la scierie ici, dans les 1810. Ici, il engageait les travailleurs, il s'occupait de la gestion de l'usine et envoyait le bois à Québec. Les 3 frères l'avaient l'affaire. Parce que Robert retourna à Québec, c'est lui qui recevait le bois à Québec, mettait le bois sur les bateaux pour les envoyer en Angleterre. William, lui, le 3e frère, était retourné en Angleterre, puis lui recevait les bateaux et le bois, puis il vendait le bois au gouvernement britannique. À ce moment-là, il y avait eu l'embargo de Napoléon, il y avait la guerre entre Napoléon et les Britanniques à ce moment-là. Donc, les Britanniques ne pouvaient plus acheter du bois de la France, donc ils sont tournés vers le Canada. Donc, sur l'île du Chenal, Hamilton fit construire des maisons, on pourrait dire des cabanes. Il y en avait, ça c'était pour loger les ouvriers et les bûcherons. Plus tard, un petit pont fut construit pour aller sur la terre ferme et vers les 1830, il y a eu un bureau en pierre de taille qui fut érigé. C'est la maison de l'île. La maison de l'île est toujours là. C'est le seul et dernier vestige qui a résisté le temps de l'ère de cette importante scierie. On nommait les installations sur le Chenal Hamilton Mills. Hawkesbury, c'était pas encore c'était pas encore le temps, c'était Hamilton Mills, parce qu'on est juste au début des 1810-1815. Mais dans les bonnes années, c'est important de savoir qu'il y a eu jusqu'à 900 personnes qui ont travaillé à cette scierie-là. Les gens, pour la plupart, demeuraient sur l'île. On voit ici des maisons, des maisonnettes. C'était des maisons qui étaient tassées. Puis cette photo a été prise lors d'une inondation. Je pense qu'il y en a une autre. Je ne sais pas si c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième photo. Ça, c'était les maisons sur l'île du Chenal. Donc, avec la crue des eaux au printemps, il y avait souvent des inondations. Donc, l'été et l'automne, les ouvriers travaillaient à la scierie. Mais l'hiver, ils devenaient bûcherons parce qu'ils allaient dans les forêts couper les arbres. Ça, c'était surtout le long de la Rouge, la rivière Rouge, puis la rivière Outaouais. Avec l'avenue du printemps, des crues, les bio, on pourrait dire les pitounes, parce qu'on appelle ça des pitounes, descendaient la rivière pour être dirigés vers le moulin à scie. Donc, c'était le temps de la drave. Et on en coupait de la planche. On en coupait de la planche jusqu'à 12 000 pitounes par jour. Les pitounes pouvaient avoir de 8 à 12 pieds. Ça en prenait de la pitoune. Et presque toute la planche était transportée en Angleterre.
Puis il y a une chose intéressante dans les archives canadiennes, le premier recensement du Canada en 1871 mentionne que 50% de toutes les exportations canadiennes, 50% des exportations canadiennes de bois, d'œuvre, venaient du Chenail. 50% de toutes les exportations du Canada venaient d'ici, en 1871. C'est assez impressionnant. Et puis aussi, les Hamilton, qui étaient naturellement très riches, ont construit des grosses demeures sur l'île du Chenail. Ça a été démoli éventuellement. Là, je vais vous parler du deuxième noyau. Parce que l'île du Chenail, c'était le premier noyau, mais il y a eu comme un deuxième noyau. Monsieur Mears, si on se souvient, là, avec Patty, vers les 1813, quand il a vendu au Hamilton, j'imagine qu'il a eu d'avoir un petit peu d'argent, fait qu'il a commencé à défricher la forêt en bordure du ruisseau Mill Creek. Ça, c'est le ruisseau là, qui longe la rue McGill, qui passe sous la rue Bon-Pasteur, sur la rue principale ici, le pont, là. Ça, c'est le Mill Creek. Puis Mears construisit sa résidence, mais aussi un moulin à blé pour faire de la farine. On peut d'ailleurs encore voir un ancien mur de pierre entre le salon funéraire, là, Berthiaume, puis l'ancienne école Marguerite Bourgeois. Il y a un vieux mur, là, puis ça date là, des 1815, 1820 à peu près, là, qui est encore là. On voit comment vieux que c'est, ce mur-là, c'est très beau. Donc, un barrage fut construit sur ce ruisseau. Mais c'était pas un gros ruisseau. Parfois, l'eau venait à manquer l'été. Donc, il y a eu un monsieur Stevens, un Samuel Stevens, qui a aidé Mears à détourner le ruisseau pour former un lac artificiel. Jean, si tu veux revenir juste avant, là, je vais juste vous montrer quelque chose. Voyez-vous, ça ici, c'est la rivière. Puis ça, c'est la rue McGill qui monte. Ça, c'est la rue principale. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Mais le ruisseau, là, qui passe dans le golfe actuellement, là, il est ici. Puis il passait par là, puis là, ben, il est sur du Bon-Pasteur, puis ici, sur la rue. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détourné le ruisseau, puis ils ont créé un pond. Puis ceux qui s'imaginent comme un gros c'est, là, ça, là, la rue Spence est à peu près ici aujourd'hui. Ça, c'est tout le secteur là, qui va jusqu'à la rue Higginson à peu près là. Fait que c'était quand même un très gros pond. C'était un lac artificiel finalement. Puis un peu comme une dame, on ouvrait la dame ici, parce que s'il manquait d'eau pour alimenter le moulin, on ouvrait la dame, l'eau coulait. Puis là, l'eau se rendait au moulin pour s'assurer qu'il y ait de l'énergie électrique. Donc, où est-ce qu'on est? Ça fait que le secteur fut éventuellement appelé le domaine McGill, ce deuxième noyau-là. Ce nom fut donné en l'honneur d'un homme d'affaires de Montréal, Peter McGill. Ce dernier était venu au secours de M. Mears qui avait des difficultés financières. Donc, M. McGill acheta les installations de Mears et un grand secteur qui est toute la rue McGill aujourd'hui. Donc, il faut se souvenir, il est important de comprendre qu'avant 1820, il y avait deux villages. Sur l'île, puis le domaine McGill. Puis entre les deux, c'était une forêt vierge. On peut s'imaginer ici là, qu'il y a des pins, puis des chênes, puis en tout cas, il n'y a pas de rue ici. Là. C'est juste... Éventuellement, à cause que l'ouvrage existait de plus en plus sur l'île du Chenail et avec M. Mears, assez vite dans les 1820, on défricha la forêt pour créer un sentier et, naturellement, un chemin pour relier les deux villages. Puis c'est à ce moment-là que M. Thomas Higginson
des noms très connus dans la région, Higginson, construisit un magasin général sur la Main. En plus du fait que nos deux villages devenaient un pôle d'attraction important pour le commerce et l'industrie, un chemin fut créé afin de rejoindre le village de L'Orignal, puis un autre pour aller à Vintléquille, mais éventuellement aussi pour aller à Château-Blondeau qui commençait aussi dans ce temps-là. Donc, on est dans les 1820-1840 à peu près. Le chemin principal, c'était le Main Road, le chemin principal, entre le Hamilton Mills sur le Chenal et le domaine McGill. Donc, on voit des nouvelles constructions éventuellement apparaître. Et sur la... Oh oui, puis M. McGill, c'était un Écossais. Donc, il avait construit une distillerie pour faire du scotch. Je pense que les Écossais aiment beaucoup le scotch. Puis sur la Main, on trouvait toutes sortes de commerces. Il y avait une forge, une fabrique de harnais pour chevaux, un tanneur, une manufacture de laine, un ébéniste, un fabricant de carrosses, des charrettes, puis des magasins. Puis on a aussi construit des églises. Celle sur la rue McGill, bien connue, toujours là, le Holy Trinity Church, qui date de 1846. Ça avait été construit par les Hamilton, en fait. Et puis, il y a eu l'église presbytérienne aussi sur la rue John. Et ainsi que la United Church sur la rue McGill, la plus petite, là. Ces trois églises-là existent toujours. Pour l'église catholique, dans ce temps-là, les Français devaient se rendre à L'Orignal pour aller à l'église. Parce que l'église de L'Orignal, c'est une église catholique, c'était la première du coin. Puis l'église en pierre, Saint-Alphonse, a été construite en 1877, donc pas mal plus tard. Puis éventuellement, elle a été reconstruite parce qu'il y a eu un feu, puis en 1924, elle a été reconstruite. Puis là, on voit le fabuleux presbytère qui était, les plus anciens pourront reconnaître le presbytère qui était juste à côté de l'église, Saint-Alphonse. Et puis ça a été démoli, ça, pour construire la caisse populaire. Il faut savoir aussi qu'au début d'Hawkesbury, on trouvait une population anglophone. C'est pourquoi les premières églises s'adressaient aux Anglais. Mais un fait important, c'est que en 1837-38, il y a eu un conflit entre les Anglais et les Français au Bas-Canada, au Québec. C'était la guerre des Patriotes. Puis leur chef, c'était Louis-Joseph Papineau de Montebello. Beaucoup de Français de Vaudreuil, Rigaud, Pointe-Fortune, La Chute, Saint-André, ils ont eu peur de ce conflit-là. Puis ils ont décidé de traverser la rivière au Canada, l'Ontario, pour venir travailler dans ce village en plein essor. Parce que les Hamilton, ça roulait, donc il y avait de l'ouvrage. Fait que c'est là que les Français ont vraiment commencé à habiter la région. Donc on est en les 1837-1840 à peu près. Là, il faut parler de Bytown et Montréal. Bytown, c'était Ottawa. Dans les années 1840 et 1850, Bytown était devenue une ville prospère. Puis, avec Montréal, il était important de relier les deux. Parce que Montréal était la plus grande ville du Canada avec son port et puis... donc, les marchandises, les denrées, la poste, les matériaux de construction et autres devaient circuler d'une ville à l'autre. Donc, c'est à ce moment-là, vers 1846, qu'on construit une route carrossable entre les deux grandes villes. Puis celle-ci passait directement sur la Main, à travers Hawkesbury. C'est la route de la Reine. La route du Roi, c'était au Québec. La route de la Reine Victoria, c'était ici, qui passait d'Ottawa à Montréal. Donc, les chevaux et leurs cavaliers, les charrettes, les carrosses tirés par les chevaux arrivaient sur la Main où nos ancêtres avaient construit des hôtels. Donc, les marchands, les gens s'arrêtaient ici pour manger
dormir, profiter des services, avec tous les commerces qu'il y avait. Puis il faut dire aussi, par exemple, un point que j'aimerais rajouter, c'est que la façon, avant la route entre les deux grandes villes, la façon la plus facile, c'était de circuler entre Montréal et Bytown, c'était par la rivière. Parce qu'il n'y avait pas de chemin. C'est à cause des rapides du Lonceau que l'armée canadienne, le Royal Staff Corps, a construit à Grenville un canal. Ça, c'était en 1819 et 1830 à peu près. Ce canal-là commençait à Grenville, puis il y avait des bouts sur la rivière, puis là où est-ce qu'il y avait des rapides, il y avait des petits bouts comme à Cushing, puis à Stonefield, puis à Greases Point. Toutes ces petites places-là, il y avait des rapides, donc ils ont construit le canal jusqu'à Carillon. Fait que là, les bateaux qui circulaient à ce moment-là, entre les deux grandes villes, pouvaient prendre le canal, puis éviter les rapides. Donc, on est rendu en 1858. Le village d'Hawkesbury est officiellement incorporé. Puis les archives de la ville disent que en 1858, il y a 1260 habitants puis 181 bâtiments. Intéressant. Puis ces gens-là, ça comprend la centaine de familles qui demeuraient sur l'île du Chenail, puis les gens qui habitaient autour d'ici, le secteur. Puis aussi, pendant ce temps, Calumet et Grenville, ça se développe aussi. Il n'y a pas de pont encore. Donc, en 1875, il y a eu un monsieur Lawler qui a eu l'idée de construire un traversier entre Calumet et Hawkesbury. Puis il a décidé de faire ça parce que, à ce temps-là, il y avait un chemin de fer qui avait été construit entre Ottawa et Montréal, mais sur la rive nord, l'autre côté. Ce qui voulait dire que les gens qui prenaient le train entre les deux villes pouvaient arrêter à Calumet parce qu'il y avait un arrêt à Calumet. Et puis les gens débarquaient, prenaient le traversier, puis ils venaient à Hawkesbury. Fait qu'ici, on voit aussi, là, tu es rendu 140, reviens un petit peu en arrière. Ça coûtait 2 sous traverser sur le traversier. Puis 4 sous si on avait un cheval. 2 sous puis 4 sous. Ça a changé. Fait que là, la voie ferrée, finalement, qui passait au nord, la nécessité s'est vite fait sentir de construire un énorme pont entre Grenville et Hawkesbury. Les trains pouvaient maintenant traverser la rivière. Puis le trestle et le pont, si tu vas à la prochaine, ça c'est le trestle qui était là à peu près 75 ans. Ça c'était la rue principale, on regarde vers l'est. Je peux vous dire que le déjà vu, là, il est juste à gauche. Le brick, il est juste, non à droite, puis le brick est juste à gauche. Donc les trains passaient là à tous les jours. OK. Donc, le prochain, c'est que la voie ferrée allongeait la rue Higginson. Et puis, elle arrêtait à la gare. Ça, c'était la gare du CN. Et puis, cette gare-là a malheureusement été démolie dans les années 70. Je sais pas pourquoi. Hein? Il y avait plein de potentiel là, mais de toute façon, c'est fait. Puis il y avait une autre gare aussi qui avait été construite sur la rue principale. Celle-là, qui est la Grand Trunk Station. Et puis la voie ferrée traversait la rue principale. Et puis, moi, je me souviens quand j'étais jeune, en auto, on pouvait attendre plusieurs minutes que le train passe, et puis ça bloquait la circulation, mais c'était ça. J'attire votre attention sur une carte ici, là. Ça, c'est une carte qui est assez intéressante. Elle date du début des 1900. Je vais vous montrer des choses. On voit la voie ferrée qui est ici. On voit le canal de Grenville qui passe, comme ça ici. On voit aussi le pont
de la voie ferrée qui traverse, comme ça, qui arrive ici. Et puis la gare est environ ici. Ça, c'est la rue principale. On peut voir le Chenil avec les maisons. On peut voir la route qui va vers l'est, donc vers Château-Blondeau, et puis celle qui va vers l'Orignal. Et puis, on ne voit pas le pond, mais le pond était là à ce moment-là. Mais les chemins de fer avaient une importance capitale parce que c'est ici qu'on traversait la rue principale, parce qu'il pouvait se rendre aussi à la CIP, dont je vais vous parler dans quelques minutes. OK. Là, on est dans le 56. Ça, c'est la photo aérienne. En fait, c'est avant le pont Pearly. On présume que ça peut être une photo aérienne d'à peu près 1925. C'est au début de l'aviation, hein, commerciale, là. Fait qu'on voit bien le canal, là. On voit aussi le pont de la voie ferrée. Puis Hawkesbury, l'autre bord, j'ai montré. Ça, c'est Hawkesbury. Fait que si on revient un peu en arrière, le dernier des Hamilton, M. John Hamilton, qui dirigeait notre série sur le Chenil, il est décédé en 1888. Puis il a cédé, il n'a pas vendu, il a cédé in trust, c'est les installations de Chenil à un avocat, un M. John Abbott. M. Abbott, c'était un homme d'une grande importance. Vous savez peut-être pourquoi? Parce qu'il a été élu premier ministre du Canada. C'est lui qui a succédé à John A. Macdonald, notre premier ministre. Puis Abbott a ensuite vendu la série à une compagnie, la Hawkesbury Lumber Company. Donc on peut voir sur cette carte-là, qu'est-ce que ça avait de l'air au moment où ce que la Hawkesbury Lumber Company a acheté. L'entreposage du bois, le barrage, le pond qui était là. Donc, le Chenil, puis on pourrait dire le Snide, parce que le Chenil vient du mot Snide. L'île Hamilton est en haut, puis c'était relié entre les deux, là. On pouvait marcher entre les deux, là. Notre ami Shirley va peut-être nous en parler de ça plus tard. Donc, la Hawkesbury Lumber Company a acheté des Hamilton toutes les installations. Et pendant ce temps-là, il y a une très, très grosse compagnie qui avait été attirée par notre ville parce que il y avait du bois, il y avait des forêts tout autour. Puis on était situé entre Ottawa et Montréal. C'est la Riordan Paper Mills. Ça, c'est une photo qui date de 1915. On se demande comment est-ce qu'elle a été prise parce qu'on est dans les airs. On peut voir ici un tas. Ceux qui veulent voir cette photo-là, plus tard, pourront s'approcher. Si vous voulez voir des photos, ensuite, vous pouvez demander à Jean. Elles sont toutes numérotées. Il y avait du bois de chauffage. Ça, c'était des cordes de bois ici, là. Ça, c'était les pitounes qui allaient dans l'usine pour faire de la pâte pour le papier. Donc, la Riordan construit l'usine en 1898. Mais en 1925, c'est la CIP qu'on voit là, qui a acheté toute l'installation. À ce moment-là, c'était une des usines les plus importantes au Canada. Donc, avec la série sur le Chenil, la CIP, Hawkesbury est arrivé sur la carte, qu'on peut dire. On était sur la map vraiment. Avec ces deux usines-là, il y a eu jusqu'à 1600 travailleurs, juste dans ces deux usines-là, au milieu du siècle. Donc, si on avance dans le temps, en 1931, la population d'Hawkesbury compte 5600 habitants. Plusieurs rues voient le jour, surtout devant la CIP, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait là. Mais aussi dans le secteur Est, la rue Hamilton, la rue Champlain, Cameron, Abbott, Aberdeen, tout ce coin-là s'est développé dans les 1930, 1920, 1930.
Il y a aussi un nouveau secteur chic, qu'on pourrait dire. Oh, OK, ça. Pas de trop. Ça, c'est l'annexe. Donc, la CIB avait construit dans les années 20, les années 30, un secteur pour loger ses cadres. Donc, c'est l'annexe. Puis là, on voit encore, ces maisons-là existent encore aujourd'hui. C'est un très beau secteur de la ville en passant. Là, il y a des temps difficiles pour le Schneid. Il y a des événements qui ont fait que la série a disparu. En 1925 et 1928, il y a eu des énormes feux qui ont détruit, qui ont ravagé presque tous les bâtiments, mais aussi tout le stock de planches déjà coupées. C'était un coup fatal, vraiment, là. Ça, s'ajoutait à ça, un an plus tard, la Grande Dépression de 1929. L'autre chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu un événement important pour la ville, mais très néfaste pour la Syrie. Ça a été la construction du pont Pearly. Ça, c'était en 1930-31. C'était le seul pont qui traversait la rivière des Outaouais entre Ottawa et Montréal. Donc, ce pont, ce qu'il faisait, c'est qu'il divisait en deux la Syrie sur l'île. C'est-à-dire que les installations étaient divisées, il y avait un pont, il y avait un chemin. Là, c'était très difficile de transiger, de faire affaire. Là. Ça fait que là, le pont Pearly, finalement, il avait été utilisé par toute la région. Greenville, Calumet, La Chute, Brownsburg, Montebello et autres. Tous ces gens-là venaient s'approvisionner à Hawkesbury, mais aussi pour travailler. Donc, finalement, le pont Pearly, il a permis à Hawkesbury de se développer après la Grande Dépression de 1929. Il y a deux autres choses qui sont arrivées. Il faut que je mentionne. Il y a deux événements survenus. En 1960, on avance dans le temps. En 1960 et en 1962, ça a changé à tout jamais le visage de notre ville. En premier, 1967, OK, c'est ça. Donc, ça a été la construction du barrage de Carillon. Donc ça a fait monter l'eau de la rivière, puis inonder la quasi-totalité de l'île Schneid. Puis des rues aussi dans le secteur de la rue Hamilton. Le barrage a été conçu naturellement pour créer l'énergie hydroélectrique pour la région. Et cette inondation, mais ça a fait que nos fameux rapides, les rapides du Lonceau, ont disparu. Parce que l'eau a monté de 12 pieds, 3,5 mètres, ici, à Hawkesbury. Ce qui est arrivé aussi, c'est que l'inondation a créé l'expropriation des centaines de personnes qui habitaient sur l'île. La Syrie et toutes les maisons furent démolies. C'était une catastrophe à ce moment-là. Ça a passé dans les journaux, il y a eu beaucoup de batailles auprès des instances gouvernementales, mais donc le barrage à Clarion s'est construit. Mais heureusement, la maison de ville fut épargnée. L'autre événement, je parlais d'un premier événement, l'autre événement important qui a changé l'image de la ville et la vitalité du centre-ville, c'était la construction de la route 17. On peut voir ici en bas, en rouge, c'est le parcours de la route 17. Avant, pour aller entre les deux grandes villes, on passait sur la rue principale. Tout d'un coup, il n'y a plus personne qui passe sur la rue principale. Tous les voyageurs, tous les commerçants, les marchands passent en dehors de la ville. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'effervescence sur la rue principale, on peut voir dans les années 50, avant la construction, que ça avait l'air, la rue principale. Regardez les autos qui sont là, les magasins, les arbres, on peut voir des arbres, il y avait des ormes géants tout le long de la rue principale. C'était très occupé. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des hôtels qui étaient sur la rue, les commerces, il y en a beaucoup qui ont été démolis, qui ont disparu. Mais une chance que dans les années 60 et 70, il y a eu l'avenue de haute industrie. Je pense aux grosses industries comme Patchogue dans le temps, Duplate, il y en a eu d'autres, Montebello Metal. Il est arrivé aussi une chose en 1982.
le CIP, qui a employé des centaines de travailleurs, a fermé ses portes. Donc, quelques années plus tard, toute l'usine a été démolie. Il ne reste plus rien. Je trouve qu'on est très bon sur les démolitions à Hawkesbury, vous ne trouvez pas? Notre ami Jean ici va nous montrer presque fini finalement. Je vais vous montrer quand même des photos anciennes. Ici, on voit la première école importante à Hawkesbury, construite sur la rue principale. C'était pas loin de la rue Atlantique, ça. Ça a été construit en 1874. Ça a brûlé en 1899? Ah, OK. Et ça, c'est Public High School, au coin des rues Stanley et Nelson. C'est ça, hein? Donc ça, c'est une école anglaise. Ça, c'est la fameuse école aussi de l'Académie Saint-Joseph, qui était sur la rue William, là où j'ai fait ma première, deuxième, troisième, quatrième année. Et puis ça, c'était l'école du Sacré-Cœur, où est-ce qu'il y a l'école Paul VI maintenant. Ça aussi, ça a été démoli. Ça, c'était notre hôtel de ville dans les années 40 et 50. C'était juste là, à côté de chez Bob, juste là. Il y avait le poste de pompier, là, puis il y avait même aussi l'armée pouvait faire des rassemblements là, puis des essais là-dedans. C'était l'hôtel de ville pendant plusieurs années. Ici, on a le Bridge Inn. Il y en a qui reconnaissent le Bridge Inn. Ma soeur qui est ici a travaillé là un bout de temps. Ça, c'est le magnifique bureau de poste qui est au coin de la rue Atlantique. Ça aussi, ça a été démoli. Ça a raffière à l'œil. Puis ça, c'était le Charles Apartment, qui était où est-ce qu'il y a le One Main Street. En fait, là, le boulevard Cheney, au coin de la rue Bon McGill, Main, boulevard Cheney, ça, c'était là. Ça avait été démoli aussi. Là, ici, on voit la rue principale encore, avec la voie ferrée qui passe dans le milieu. Là, à droite, ici, j'ai montré aussi marqué Kick-Cola. Il y a l'autre gare du Grand Tronc. C'est ça. Vous pouvez voir les vieux camions. Ah oui, il y a des chevaux là aussi. Ah oui, avec les charrettes. Puis ça, c'est la rue principale encore. On peut voir ici qu'il y avait l'hôtel. Ça, c'est le King Edward. Ça, c'était chez Dolphins. Il y avait une salle de quilles. Ma mère est restée là longtemps. Cette bâtisse-là, elle existe encore. On va la voir tantôt. Ça, c'est une bâtisse qui était dans le bout de la rue, en fait, dans le bout du Trestle, où est-ce qu'il y a l'usine d'épuration. Ça passe au feu, celle-là, je pense. Ouais. Dans les années 40 ou 50, je pense. On la voit encore. Donc, ça, c'est la rue principale. On regarde vers ici, il y a le clocher de l'église. Donc, il y a la rue Hamden qui est dans ce coin-ci, là. Ouais. Puis là, ici, on peut voir aussi le trestle qu'on a vu tantôt. Ça, c'est chez Greyhawk. Ça, c'est la photo avant, la photo après. Et puis, ça, c'était Cadieux qui avait ça dans le temps. Albert Cadieux. Et puis ici, ça, c'est Greyhawk aujourd'hui. C'est ici qui est l'usine d'épuration. Là, on voit une photo prise du pont Purley en hiver qui montre les maisons sur l'île Cheney. Et puis une autre chose, en 1942, il y a eu l'important congrès eucharistique. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues de partout, de Québec, de partout, Montréal, Ottawa. Puis ça a été des célébrations qui ont duré plusieurs jours, je crois, 4-5 jours, 3 ou 4 jours. La ville avait été décorée partout pour recevoir tous ces gens-là. Puis c'était de la prière pendant ces 4 journées-là. OK, là, je vais vous demander s'il y en a qui reconnaissent cette bâtisse-là.
Toi, tu l'as pointé, hein? C'est la bâtisse là, au bord de la rue. Dans ce temps-là, il y avait des galeries. Là, ils ont été... c'était la bibliothèque, c'est ça. Ce qui est... Vous reconnaissez? Le petit pain. Le petit pain. Ça, c'est derrière... ça, c'est au coin de McGill, les bons pasteurs. Un gas bar qui est ici. Puis ça, c'est l'aréna qui a été aussi démolie, mais le toit a été qui était en rond comme ça, assez particulier pour les années 1940 dans lesquelles ça a été construit. Lorsqu'il a été démoli, ils ont gardé juste le rez-de-chaussée, puis c'est là qu'il y a eu le poste de police, l'OPP, sur le boulevard Cartier. Puis, soit dit en passant, les poutres en rond, on les retrouve au pavillon Richelieu sur les Chenilles aujourd'hui, parce qu'ils ont été transportés là. Et puis, on peut les voir encore, qui sont apparentes sous le pavillon Richelieu. Puis, regardez ici, là, on revient, Jean. La première tour d'eau. Aujourd'hui, on a une tour d'eau sur la rue Spence, en haut. Cette tour d'eau-là était sur la rue Higginson. Voici l'hôtel de ville présentement. Donc, ça a été une photo que je trouve assez extraordinaire. Lorsqu'il y avait la CIP, les camions arrivaient de partout, puis devaient s'enligner sur la rue principale avec les pétunes, puis attendaient leur tour pour rentrer, pour aller se faire décharger. Fait que les gens ici, là, pouvaient attendre des heures et des heures. Fait que ça a modelé la vue de Hawkesbury. On est dans les années 40. Puis là, on revient au début. Je voudrais remercier Jean Cuérier, notre ami Jean. Merci, Jean, d'avoir fait toutes ces recherches-là sur les photos. Grâce à toi, je pense qu'on a pu découvrir beaucoup de choses. Je vous remercie de votre attention. Et puis, vous êtes invités aussi à rester ici parce que Shirley, notre amie Shirley, va vous adresser la parole dans quelques minutes parce qu'elle a vécu sur l'île Chenille durant le temps de la série. Puis elle va nous raconter des petites histoires, des petits faits, des petites choses qui peuvent nous faire rire peut-être. Mais vraiment, la vie, qu'est-ce que c'était sur l'île Chenille. Puis, je vous inviterai aussi les jeudis prochains, puis jeudi dans 2 semaines, à revenir parce qu'il y a une suite à cette présentation-là. Il y a nos amis qui vont venir présenter en détail qu'est-ce qu'il y avait sur la rue principale. Moi, j'ai fait un survol, comme vous avez pu voir, mais on va avoir des détails. Et puis, éventuellement aussi sur les hôpitaux à Hawkesbury. Parce qu'il y a eu 5 hôpitaux à Hawkesbury, puis le docteur Jean Fairfield va pouvoir nous donner des indications. Je vous inviterai les jeudis soir à la même heure. Merci beaucoup, tout le monde. Bravo.